Mesdames et messieurs, bonsoir à tous. Ravi de vous accueillir pour cette nouvelle émission. Nous sommes le jeudi 12 juin 2025 et ce soir, je reçois Marie-Françoise Lacroix qui vient nous parler d'un projet particulier puisque c'est un projet routier qui serait illégal et dangereux à Faucigny en Haute-Savoie et qui justement condamnerait un captage agricole, une réserve agricole plus particulièrement. Donc, étant donné qu'un communiqué de presse m'a été envoyé la semaine dernière, moi et à d'autres médias, j'ai décidé ce soir de lui donner la parole pour qu'on comprenne mieux dans les détails ce que cela implique. Donc, je lirai tout à l'heure le communiqué de presse. Sachez simplement que ce genre d'histoire arrive partout en France, hein, des déviations, des barrages, des réserves, des endroits protégés et qui sont menacés par des projets politiques, etc., etc. Donc, merci de mettre un pouce et de partager l'émission. Sachant qu'en filigrane, des ouvrages vont nous accompagner pour deux actualités. Cette fois, les ouvrages en référence notamment à l'émission de ce soir, mais également à la réunion de Bilderberg qui a lieu en ce moment même jusqu'à dimanche, au Grand Hôtel de Stockholm, en Suède, où notamment mon invité du 23 mai dernier, Giorgio Bombassei, est présent en tant que journaliste en quelque sorte. Et donc, c'est l'occasion aussi de saluer les lanceurs d'alerte et les journalistes qui sont sur place. Et vous verrez que finalement, ces deux thèmes paraissent très éloignés l'un de l'autre, mais ils sont indirectement imbriqués. Voilà, donc les ouvrages, les voici. La police contre la rue, de Sébastien Richer et François Rabaté, mais également La véritable histoire des Bilderbergers par Daniel Estouline, Franc-maçonnerie et politique de Serge Abad-Gaillardeau, Marion Saint-Michel, gouvernance perverse à côté de Jean-Michel Jacquemart-Raffestin, ne leur pardonnez pas, ils savent très bien ce qu'ils font depuis très longtemps, tome 2. À ma droite, feu Emmanuel Ratier, au cœur du pouvoir sur le fameux dîner du siècle, avec La France invisible, puis les ouvrages de Philippe Pascot, Le pouvoir du pire, Du goudron et des plumes et Pilleur d'État, encore et encore. Je rappelle à titre personnel que je n'ai aucun lien d'intérêt avec mon invité, ni même avec l'association qu'elle représente, sachant que je suis apartisan et asyndical. Mon casier judiciaire est vierge, je ne suis pas suicidaire, je n'appartiens à aucun réseau, mouvement ou groupe quelconque, donc je ne suis pas franc-maçon ni membre du Rotary Club, Lions Club, encore moins de Bilderberg, de Davos ou de la French American Foundation et de tous les réseaux hermétiques connus à ce jour. Et je rappelle que mon invité est entièrement responsable de ses propos et de ses actions. Je salue les modérateurs également pour leur présence ce soir, pour la modération des commentaires, et je vous dis à tout de suite. Mesdames et messieurs, bonsoir à tous. Oh, je vous laisse lire, je vous laisse travailler, Nicolas. Allez. Alors, mon invitée est partie, elle était connectée à l'instant. Bon, elle est partie. Alors, bonsoir à tous. Marie-Françoise Lacroix va venir me rejoindre. Elle était connectée, mais ça a disparu. Donc, je vais la recevoir pour parler d'un communiqué de presse qu'elle m'a envoyé il y a un peu plus d'une semaine concernant notamment l'objet du communiqué de presse, c'est la destruction programmée d'un captage agricole protégé dans une zone humide par un projet routier illégal et dangereux à Faucigny, en Haute-Savoie. Donc en ayant ce communiqué, j'ai décidé de le partager et forcément, je me suis dit à un moment donné, peut-être que vu la longueur du communiqué, il serait préférable de la recevoir pour parler de ce projet, sachant que ce soit des projets routiers, que ce soit des projets autoroutiers, que ce soit des déviations, que ce soit des barrages, bref, tout ce qui va empiéter sur l'écosystème et sur la fameuse écologie qui nous est présentée matin, midi et soir, et bien là, ce communiqué, justement, va mettre en valeur les choses. Alors, en attendant que mon invité revienne,
Eh bien, voici le communiqué que j'ai publié donc il y a une semaine, c'était précisément le 3 juin dernier sur Twitter X. Donc si vous êtes sur Twitter, n'hésitez pas à me suivre. Alors ce communiqué de presse donc a pour objet la destruction programmée d'un captage agricole protégé dans une zone humide par un projet routier illégal et dangereux à Faucigny en Haute-Savoie. Donc madame, monsieur, nous, Marie-Françoise et François Lacroix-Vézin, responsable de la ferme pédagogique en agroécologie de la Boussine à Faucigny, alertons publiquement sur une situation d'une extrême gravité, la destruction programmée d'un puits ancestral protégé situé en zone humide au profit d'un simple projet routier de raccourci, dangereux, illégal et contraire à l'intérêt général. Premièrement, une succession de dérives majeures. Un captage d'eau agricole protégé officiellement, menacé de destruction en dépit des alertes documentées de l'hydrogéologue agréé du département, du cabinet d'expertise, du BRGM, du Conservatoire des espaces naturels et de la Chambre d'agriculture, un projet routier sans justification d'intérêt public qui consiste en un simple raccourci traversant une zone humide, sensible, drainée illégalement, au mépris de la déclaration d'utilité publique, le DUP, de la loi sur l'eau, des prescriptions de sécurité. Des travaux colossaux de drainage ont été réalisés sans conformité aux règlements applicables, mettant en péril la nappe phréatique, la faune, la flore et la stabilité du terrain. Des périmètres de protection de captage ignorés, alors même que les textes, entre parenthèses AFNOR NFX 10-999 du Code de l'environnement, imposent une zone de sécurité autour de la tête de puits. Aucun ouvrage hydraulique ne peut légalement supporter un tel trafic routier. Une topographie extrêmement dangereuse. Déclivité forte, visibilité nulle, virage serré entre une maison d'habitation et un puits agricole. Les experts s'accordent à dire que la dangerosité du lieu est maximale. Marie-Françoise, on vous avait perdu. Oui, tout à fait. Je ne sais pas ce qui s'est passé, vous avez disparu. Je n'avais plus d'internet. Ah, ce sont des choses qui arrivent. Alors j'étais en train de lire le communiqué en attendant votre tour, donc je vais terminer la lecture et je vous donne la parole juste après. Ne coupez pas. Alors, nous avons donc une gouvernance locale défaillante et manipulatrice. Donc nous avons à plusieurs reprises tenté de relancer un dialogue avec la mairie. 2 réunions ont eu lieu avec le premier adjoint, mais aucune suite concrète n'a été donnée. La commune a de nouveau berné tous les acteurs, usant de promesses de façade et de manipulation de langage, dans un acharnement malveillant très éloigné de l'intérêt public. Alors même qu'elle impose aux habitants des déclarations de travaux strictes, la mairie s'autorise sans étude d'impact ni autorisation environnementale conforme à contourner la loi en faisant croire que la famille Lacroix refuse de déplacer le captage, ce qui est un pur mensonge. Donc vous lancez un appel aux médias pour enquêter sur ce cas emblématique de destruction d'un patrimoine hydraulique dans une zone humide protégée au mépris du droit, aux parlementaires et institutions pour diligenter un audit et faire cesser immédiatement les atteintes à l'environnement et à la sécurité publique, aux citoyens responsables pour défendre les biens communs, eau, sol, sécurité, face à des intérêts privés déguisés en décision municipale. Et ce puits, œuvre ancienne bâtie selon les règles de l'art, ne peut être reconstruit, sa perte serait irréversible. Il est encore temps d'agir, mais plus pour longtemps. Donc, Marie-Françoise et François Lacroix-Vézin, ferme pédagogique, association des jardins partagés. Donc, vous êtes au jardin de la Boussine, entre-dedans, à 74 130, Faucigny, etc., etc. Voilà. Donc, allez-y, Marie-Françoise. Donc, à part lire le communiqué, pour l'instant, je n'ai pas fait autre chose. Donc, je vous laisse vous présenter, vos liens d'intérêt potentiels, etc., notamment associatifs, et vous présenter dans les grandes lignes avant de parler de ce communiqué de presse. Très bien, je vous remercie et bonsoir. Donc, je suis Marie-Françoise Lacroix. J'ai été pendant plus de 35 ans enseignante, chef d'établissement scolaire. Et en parallèle, j'ai vécu sur cette ferme familiale depuis 6 générations. Ma famille habite Faucigny. J'y suis née quasiment et j'y ai grandi. Donc, je suis très attachée à cet endroit qui est un endroit naturel où il y a beaucoup d'arbres, de prairies. Voilà, c'est un très beau cadre et un environnement à préserver. Aujourd'hui, je suis à la retraite et j'ai fait le choix depuis l'année dernière de faire une formation agricole
pour poursuivre la pédagogie, mais cette fois sur le terrain. Bon, j'ai pratiqué des pédagogies alternatives, donc j'allais déjà beaucoup sur le terrain. Mais là, j'accueille désormais des enfants handicapés sur la ferme parce que je considère que toucher la terre, être en contact avec la terre, que ce soit sur le tour pour réaliser des choses ou la toucher et semer, voir grandir les plantes, apporte des valeurs thérapeutiques. Et puis, il y a bien sûr les animaux de la ferme qui, eux aussi, apportent des choses très positives à des enfants différents. Donc voilà, et puis bien sûr, nous avons un jardin un petit peu insolite avec des cultures maraîchères, mais aussi toutes sortes de plantes qu'on n'a pas l'habitude de voir et voilà, qui interrogent. Donc voilà pour mon projet. Et notre fils, lui, est en formation agricole et envisage, en tout cas, de peut-être poursuivre ce projet à sa manière. Nous sommes donc sur une étendue de un petit peu moins de 2 hectares et nos parcelles s'étendent d'un an à l'autre. Ce qu'on appelle un an en Haute-Savoie est un torrent. Ce sont 2 torrents qui sont des affluents d'une rivière qui se trouve à l'ouest, qui est l'Arve, qui est une rivière importante, qui fait souvent parler d'elle parce qu'on parle de la vallée de l'Arve comme une des plus polluées de l'Europe. Donc voilà, nous habitons donc dans cette région qui est proche de Genève, où la pression immobilière est énorme et où on le vit et on le sent bien tous les jours. Et justement, la problématique de ce captage, elle est au cœur de cette pression immobilière, parce que notre objectif derrière tout ça, c'est bien sûr la protection de ce captage. Ce captage, c'est un symbole. Il est là, il est physique, il existe bien, il représente un savoir-faire qui a disparu, mais autour de lui, et grâce à cette ressource en eau, il y a des sols agricoles. Et moi, aujourd'hui, je veux relayer ce message. Il faut protéger les sols agricoles. Et il faut protéger nos ressources. Cet ouvrage symbolise la résilience qu'avaient les anciens. Il a plusieurs siècles. Il est attaché à la ferme à laquelle il est relié par des canalisations souterraines et il apporte l'eau potable. C'était le droit d'eau. Avant que l'eau publique coule au robinet, c'était l'eau. Aujourd'hui, c'est d'ailleurs toujours l'eau puisqu'elle arrive par ces canalisations. C'était le symbole de la tenure de l'eau, c'est-à-dire de l'interaction que les hommes à l'époque avaient avec l'eau. Et je crois que le mot qui pourrait vraiment être bien adapté, c'est le mot respect. C'est-à-dire que les anciens avaient un respect des ressources, avaient un respect de la nature et faisaient très attention à leur impact sur cette nature. Et je crois que tout ça aujourd'hui a été oublié. Et voilà, cet ouvrage, eh bien, il symbolise ça. Il est vivant. C'est un ouvrage qui est résilient. Il capte de l'eau qui passe. Il n'en capte pas plus qu'il ne peut en capter. Et nous sommes sur une terre où on pratique l'agroécologie. Donc, on travaille en permaculture et on essaye de pailler au maximum pour conserver la fraîcheur. Nous voulons faire des noues pour permettre à l'eau d'arriver, de stagner et puis de repartir. Et justement, ce captage symbolise toute cette hydrologie régénérative qu'il faut remettre au goût du jour. Alors, ce captage, en quelques mots, c'est un monument. C'est-à-dire qu'il est monumental, il mesure 2,50 m de diamètre et près de 10 mètres de profondeur jusqu'à sa première dalle. Il est légal, il est déclaré, il a un récépissé d'antériorité préfectorale qui le soumet à la réglementation de l'arrêté de 2003 en application des articles du Code de l'environnement L211 et L214. Il est bancarisé par le BRGM. On a été accompagné un temps par le BRGM, donc qui s'occupe de tout ce qui concerne le sous-sol. Il a donc une borne du sous-sol. Donc, il est identifié. Il existe et il est aussi un témoignage de notre patrimoine vernaculaire.
Alors moi, en tant qu'historienne, je suis très attachée aux vieilles pierres et bien sûr à ce bâti qu'il faut qu'on respecte. Imaginons creuser un trou de 2,50 m de diamètre et de 10 mètres de profondeur. Nous connaissons la difficulté de creuser un simple trou pour planter un arbre. Là, vous imaginez le travail qui a nécessité l'intervention d'un sourcier pour repérer la source, et puis ensuite le travail d'un puisatier. Ce savoir-faire a complètement disparu. Mais quand on voit aujourd'hui le dérèglement climatique, il faut que nos jeunes sachent et il faut transmettre. Et il faut donc respecter ce patrimoine. Mais vraiment, j'ai un profond respect pour ces anciens qui ont su prendre une ressource de la nature, mais ne pas la gaspiller. Et voilà, c'est ça qui est au cœur de mes valeurs, en fait. Je comprends. Voilà pour cet ouvrage. Maintenant, que lui arrive-t-il? Cet ouvrage, il est situé sur un bassin versant qui est le bassin versant de l'Arve. Nous connaissons tous l'importance des bassins versants et la nécessité de faire très attention aux pratiques que l'on a sur ces bassins versants. Il est là dans la suite d'une longue succession de captages qui, sur la commune juste à côté de la nôtre, apportent l'eau potable. D'ailleurs, l'hydrogéologue agréé qui lui a délimité des périmètres officiels le compare aux autres captages. Il a exactement les mêmes propriétés. Il est donc sur ce bassin versant et il est entouré, il est au cœur d'une zone humide. Sur ce bassin versant, nous avons à peu près 5 impluviums parce que nous avons des nans qui sont très encaissés, très profonds, qui ont un régime torrentiel avec des berges très pentues et des ripisylves. Et il est donc dans ce contexte. Et depuis 2017, à notre connaissance, la mairie a eu un projet routier pour transformer le petit chemin rural, comme beaucoup d'autres chemins de la commune, hein, ce petit chemin rural d'exploitation agricole, pour le transformer en voie principale. Sauf que là, on est vraiment sur un raccourci qui coupe le versant au lieu de prendre la départementale et la voie communale avec 1 minute et 30 secondes de plus, on rejoint exactement les mêmes points. Mais là, on coupe. Mais ça n'est pas que pour couper. Parce que derrière cette artificialisation, il y a dans notre région un projet d'urbanisation sans aucun doute, au vu des dires de la préfecture qui m'informe qu'elle veut loger des gens, au vu de l'apport de Genolène d'électricité ou de télécommunications au milieu des champs. Donc ce projet routier, il est catastrophique. Pourquoi est-il catastrophique? Parce que d'abord, il s'inscrit dans une commune qui n'a pas de plan local d'urbanisme. Elle fait partie de ces communes qui sont encore régies par le RNU, le Règlement national d'urbanisme, qui est d'ailleurs officiel et qui est un règlement qui est plutôt très protecteur des sols agricoles et des ressources, quand on le respecte. Comme elle n'a pas de PLU, elle échappe quand même à beaucoup de choses, cette commune. Elle échappe au SCOT, au SDAGE, au SAGE, à des tas de choses. Elle n'a pas de PPRN, par exemple, c'est-à-dire de plan national des risques. Elle n'a qu'une seule carte des aléas qui inscrivent d'ailleurs cette zone en zone de glissement de terrain. Oui, parce que nous sommes sur une pente à 20% avec une omniprésence de l'eau, donc des glissements de terrain. Ce projet, donc, il est apparu comme cela, sans s'être mis autour d'une table, d'une réflexion autour d'un PLU pour décider son intérêt, pour décider aussi de la gestion de notre territoire. Comment est-ce qu'on organise ce territoire? Où est-ce qu'on permet les constructions? Où est-ce qu'on conserve les sols agricoles? Comment mettons en valeur notre patrimoine et les activités des gens sur ce patrimoine, sur ce sol, pardon.
Il n'y a pas de PLU, donc pas de réflexion, donc pas d'accompagnement non plus de la commune. Pas d'étude de flux. On ne sait pas combien de voitures passent ici. Mais en tout cas, la mairie a la volonté de les engager à passer ici. Pourquoi est-ce dangereux? C'est dangereux parce que nous sommes sur une pente, nous sommes au nord, donc avec le chemin rasait le cordon forestier du Nant de la Corbatière, donc toujours à l'ombre. Donc l'hiver difficilement praticable sans un salage très important, ce qui est très embêtant sur une zone de captage et ce qui se retrouve dans les analyses d'eau, le sel routier. Projet dangereux de par la pente, de par leur ruissellement, puisque nous sommes sur une zone qui est identifiée dans les risques majeurs de la commune comme une zone de ruissellement. Et sur les photos que l'on peut voir à l'écran, nous sommes juste autour de notre maison sur une zone crue inondation torrentielle, c'est-à-dire le maximum. Et ce chemin, il a été terrassé dans une partie de cette zone-là et de glissement maximal. Les photos qu'on vous montre là attestent de la non-conformité à la DUP, parce que ce projet, bien sûr, a eu une déclaration, a été déclaré d'utilité publique. Il a été présenté comme étant un projet de 80 cm d'agrandissement, d'élargissement, et comme nécessaire parce qu'il y avait des trous. Pourquoi est-ce qu'il y avait des trous sur ce chemin? Parce que jusqu'en 2010 à peu près, il n'était que très peu fréquenté. Et puis petit à petit, il a été fréquenté de plus en plus. Mais il était très étroit, 2 mètres de large. Donc forcément, nous avons interpellé très rapidement la mairie en disant « Attention, ce chemin n'est pas adapté, sa structure n'est pas adaptée à la circulation. Et puis, les véhicules ne peuvent pas se croiser, donc les véhicules se croisent dans les champs et saccagent ce magnifique paysage du bassin versant. Donc, faites quelque chose. Et la mairie a eu l'idée de faire ce projet, puisqu'on ne pouvait pas se croiser, a-t-elle dit, eh bien, elle allait doubler la largeur. Mais elle n'a pas dit doubler. Élargissement de 80 cm parce qu'elle a raconté que le chemin faisait déjà entre 3,50 m et 4 mètres. C'était élastique, on ne savait pas trop. Mais ce qui s'est produit, c'est donc que la mairie a été interpellée par la Chambre d'agriculture qui a manifesté sa désapprobation. Elle a été interpellée aussi par le Conservatoire des espaces naturels qui l'a informé qu'elle était au courant d'un de ses projets routiers et qu'il fallait qu'elle fasse attention parce qu'elle était sous le coup de la loi sur l'eau, parce que la zone était une zone humide répertoriée potentielle, mais avec les mêmes propriétés, qu'il fallait qu'elle respecte donc la loi sur l'eau et qu'elle ait une autorisation environnementale. La mairie n'a rien écouté, ni la Chambre d'agriculture, ni le Conservatoire des espaces naturels. Et elle a foncé bille devant sur ce projet. Elle n'a pas eu d'autorisation environnementale. Elle n'avait même pas les terrains nécessaires. Elle n'était encore pas propriétaire des terrains nécessaires, des terrains, des acquisitions. Pour faire ce projet, elle a foncé. Nous avons fait des recours, bien entendu, mais ces recours sont pendants devant le tribunal administratif de Grenoble qui est débordé et qui juge en ce moment les affaires de 2021. Nous avons déposé nos requêtes en 2022. Oui, parce que cette histoire remonte à quelle année exactement? Alors, 2017, le début du projet pour la mairie. Et puis 2021, l'enquête publique. Donc, ça fait déjà très longtemps que nous sommes dans ce combat. Et nous avons essayé à chaque étape d'argumenter et d'apporter de plus en plus de matière pour comprendre notre volonté à préserver cet espace dans un intérêt commun. Donc, la mairie a commencé ses travaux et les problèmes sont arrivés. Puisqu'il n'y avait eu aucune étude géotechnique de faisabilité, puisqu'il n'y avait pas d'autorisation environnementale, donc de réflexion avec les différentes instances qui normalement sont associées, l'eau est arrivée et il a fallu faire quelque chose.
Vous avez vu sur la photo précédente, ça n'est pas 80 cm d'élargissement, c'est 6 mètres de terrassement. 6 mètres de terrassement qu'on voit très bien à une profondeur d'1 mètre. Ouais, ça fait un peu fossé en fait. On croirait presque des tranchées comme pendant la Seconde Guerre mondiale, donc c'est quand même assez profond. Oui. Et Alors le pire dans l'histoire, si j'ai bien compris, et merci pour toutes ces explications Marie-Françoise, c'est que en fait, j'allais dire l'État, en tout cas la municipalité, donc a voté à l'unanimité. Hein, j'ai pas lu la pétition, je l'ai mis dans le lien du chat, sachant qu'on va montrer une autre pétition. Donc parfois, vaut mieux en avoir deux qu'une seule. Donc vous pouvez la signer. 4018 signatures. Vous êtes à peu près 300 à nous suivre en direct. Si chacun signe, après, moi je n'incite à rien, mais chacun fait comme il veut. Mais si chacun signe, eh bien vous multipliez par 5, 10, ça peut aller très vite. Mais à l'unanimité, eh bien, la mairie a signé. Alors, il faut rappeler quand même qu'il y a les municipales l'année prochaine, même si, et c'est pourquoi justement je jouxte un peu cette émission indirectement avec Bilderberg, parce qu'on sait très bien que les élections, c'est un épouvantail, quand on sait où se prennent réellement les décisions pour notre avenir. Et tout à l'heure, je ferai une parenthèse vers la fin de l'émission pour citer les sujets qui sont développés sur ces 3 jours à Bilderberg. Vous allez voir, ça fait froid dans le dos, hein, parce que le plan est déjà annoncé, notamment sur la dépopulation. Ça fait partie des sujets évoqués. Voilà, comme si on prenait un café puis qu'on parlait de génocide. Voilà, c'est tout simplement. Et donc là, dans cette pétition, ce qui est assez incroyable, c'est de voir qu'en fait, on va saccager, on va détruire quelque chose d'ancestral. Et vous faites bien de rappeler la main de l'homme, etc. Le terroir, en fait. On détruit notre patrimoine. Et j'ai aussi une pensée pour le monde agricole. C'est ce qu'on évoquait avant le direct, Marie-Françoise, puisque quand je pense à captage agricole, je pense aussi au monde agricole en général et à tous les agriculteurs aujourd'hui qui disparaissent dans l'indifférence générale, alors que c'est le grenier de la France, comme on disait. Hein. C'est-à-dire que finalement, aujourd'hui, on passe de 4 millions et quelques d'agriculteurs il y a 60-70 ans à environ 350 à 400 000, et d'ici 10 ans, peut-être 250 000, 300, d'après certains agriculteurs eux-mêmes. Et donc, j'aimerais avoir une pensée ce soir pour tous ceux qui se suicident. Ils sont en moyenne 2 à 3 par jour référencés à se suicider. Et quand on voit ce genre de projet qui est mis en place par les élus, les édiles locaux, comme on dit, eh bien, on peut se poser des questions, surtout pour gagner 1 minute 30 sur le temps de trajet, parce qu'en fait, c'est ça. C'est-à-dire tout ça pour ça, en réalité. C'est ça. Oui, c'est ça. Alors, effectivement, le chemin a beaucoup d'intérêt. Il a beaucoup d'intérêt pour un autre cheminement, pour des déplacements doux, pour les cavaliers qui passaient beaucoup, qui ne passent plus, pour les vélos qui ne passent plus non plus parce que c'est devenu beaucoup trop dangereux. Mais je veux revenir sur les drains qui ont été installés parce qu'effectivement, dans ces grandes tranchées dont vous parliez, eh bien, donc, vous avez une tranchée qui a été creusée à plus d'1 mètre de profondeur et qui emmène, parce que l'eau étant arrivée de la zone humide, des drains ont été installés perpendiculairement sur la route pour la stabiliser et ils emmènent l'eau de la zone humide dans la ripisylve et dans le ravin. Et ces afflux d'eau augmentent encore le débit du torrent qui, lui, se jette dans l'arbre et crée les inondations. Donc, sur place, on n'a plus d'infiltration de l'eau dans les sols, ce qui était une richesse extraordinaire. On a un ruissellement très important qui est canalisé. Donc, on fait ruisseler l'eau et la mairie s'en félicite. Elle n'a pas compris. Elle fait ruisseler l'eau, mais c'est choquant parce que l'eau coule tout le temps. Et elle fait ruisseler l'eau dans une zone en glissement de terrain et qui va inonder plus bas. Donc, on aggrave les risques naturels. Et on aggrave ces risques naturels un petit peu partout en artificialisant. Voilà pourquoi nous arrivons à des catastrophes naturelles d'ampleur auxquelles nous assistons régulièrement. J'ai 2 questions, Marie-Françoise, à vous poser, excusez-moi, Oui. parce que sinon je vais les oublier. Premièrement, vous parlez dans votre communiqué de presse notamment des experts, c'est-à-dire que ça n'a pas été fait sans études approfondies des sols, etc. On comprend bien que déjà ça fait 8 ans que l'affaire a commencé, donc 2017. Je suis désolé de le dire, comme par hasard, c'est le début du mandat de Macron. Voilà, ça n'a pas commencé avant, mais depuis 2017,
cette affaire-là est en cours, et puis en 2021, ça a pris une vitesse supérieure, sachant quand même que la période Covid a permis aussi pas mal d'écartement de la loi, si je puis dire. Et on voit surtout que malgré toutes les expertises, tous ceux qui dénoncent ça, non seulement, et vous le dites vous-même, hein, le ruissellement, ça les dérange pas, ça leur fait plaisir, donc il y a une intentionnalité derrière. Donc il y a un acte délictueux formel. C'est-à-dire que, comme disait Claire Sévrac, hein, pardonnez-moi, ce sont les références que nous avons sur la chaîne YouTube, mais ne leur pardonnez pas, ils savent ce qu'ils font. Donc, c'est du pénal à ce moment-là. C'est quelque chose, voilà, détruire l'écosystème quand on sait que aujourd'hui on nous parle d'écologie matin, midi et soir, et que là, justement, c'est un projet qui est l'antithèse de l'écologie, parce que c'est un projet routier qui n'est pas validé par la population locale, parce que si un maire avait le titre de maire et était digne de cette fonction, il ferait une consultation locale, un référendum, une consultation citoyenne, peu importe le terme. C'est-à-dire qu'il dit, voilà, on fait ça, est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Mais on voit que, on se demande même si c'est lui-même qui a pris la décision, si c'est pas plus haut. Parce que vous avez écrit au préfet, vous avez écrit aussi à la ministre Pannier-Runacher, je crois, d'après ce que vous m'avez envoyé. Alors, je vais pas diffuser tous les dossiers. De toute façon, je suis désolé de vous le dire, mais j'ai tellement l'habitude maintenant de voir des affaires comme ça où on envoie au ministre, ils en ont strictement rien à faire. C'est à peine s'y répondre, ou alors par des éléments de langage, ce que vous appelez les manipulations de langage, sachant que certains sont peut-être à Stockholm en ce moment en train de discuter de leur avenir plutôt que d'une autre, enfin d'une autre, mais pas dans les bonnes conditions. Donc de ce fait, à partir de là, en tant qu'association, en tant que collectif, j'allais dire, quelles mesures, quelles solutions comptez-vous prendre en sachant cela, en sachant qu'ils vont aller jusqu'au bout? Alors, est-ce que vous pensez que seule la mobilisation populaire peut suffire? La pétition, vous avez un objectif de combien de signatures? Voilà, ce sont des questions basiques, mais pour qu'on sache vraiment si, avec l'émission de ce soir, il y a un tremplin possible, au-delà du fait que mes confrères peuvent vous recevoir, mais voilà, que ça puisse permettre justement quelque chose. Oui. Alors, nous avons saisi la DREAL qui nous a reporté vers la DDT. Nous avons saisi la DDT qui nous a dit qu'elle ne pouvait rien nous dire. Elle est muselée, en fait, par la préfecture et par l'instructeur du dossier qui m'a menacé d'arrêter de me battre et qui m'a indiqué qu'il court-circuitait toutes mes démarches de protection. Parce qu'il faut savoir que la DRAC aussi souhaitait protéger le captage en tant que patrimoine vernaculaire important. Donc, on a une carence administrative qui est extrême. Et tous les services sont muselés, absolument tous les services. Plus aucun service ne répond, on nous raccroche au nez. Alors, on a saisi le procureur, bien entendu, au titre de l'article 40 de procédure pénale. Et on a écrit maintes et maintes fois à la préfète en lui demandant de faire appliquer la réglementation. Maintes et maintes fois mis en demeure la DDT. Voilà, nous sommes face au constat d'une expropriation aujourd'hui. Hein, on est là aujourd'hui. On lutte contre des géomètres, contre la mairie qui arrivent et qui veulent exproprier au ras du captage et qui veulent véritablement le détruire, puisqu'autour du captage, nous avons donc délimité, enfin, quand je dis nous, ça n'est pas juste, c'est l'hydrogéologue agréé, missionné par l'ARS, qui a délimité des périmètres de protection. Et autour d'un captage, il faut savoir qu'il y a un radier, c'est-à-dire un dallage qui doit être en pente, incliné pour repousser les eaux de ruissellement, que c'est sur ce radier que roulent les voitures. Et ça, c'est strictement interdit. Et je n'arrive pas à empêcher cette pollution, je n'arrive pas à faire comprendre qu'il faut respecter cette loi parce que moi, je suis maître de l'ouvrage et je suis responsable de son intégrité. Mais le maire m'a dit, je cite, « ne rien en avoir à foutre ». Donc, je suis impuissante. Aujourd'hui, je suis impuissante à faire appliquer cette loi qui protège le captage, que la DDT devrait mettre en application et qu'elle ne met pas en application puisqu'il y a ce projet routier. Donc, on pointe du doigt
la volonté de nos institutions de ne pas s'occuper de nos eaux souterraines, mais bien au contraire de les polluer. Et là, on constate, puisque ce captage, c'est directement en connexion avec les eaux souterraines, donc une pollution directe. Tout ce qui est en surface va en profondeur. Petite parenthèse, Marie-Françoise, je regarde par curiosité journalistique le maire de Faucigny, parce que je viens de m'apercevoir que c'est un nouveau maire qui est là depuis un mois. C'est-à-dire que, parce que c'est intéressant, j'étais en vacances de la Pentecôte dans un endroit que je tiendrai secret pour rester dans ma sphère privée, mais j'étais dans un lieu assez touristique et le maire, pareil, qui était là depuis 12 ans, a démissionné le week-end où j'étais dans sa ville, durant le week-end de la Pentecôte. Et là, je constate que le maire précédent, monsieur Barthélémy González Rodriguez, était présent depuis 2020. Et que là, c'est un nouveau maire qui s'appelle monsieur Franck Bouzereau. Je rappelle aussi, ça peut paraître accessoire et anecdotique ce que je vais dire, mais c'est en le répétant que ça a fini par rentrer. Pourquoi les élections municipales ont lieu en juin 2026? Parce que théoriquement, ça devait être en mars 2026. Pour rappeler que nous sommes en guerre, c'est ce que le président de la République nous a dit le 16 mars 2020, et que Édouard Philippe, qui apparemment fait partie des invités du Bilderberg actuellement. J'ai dit a priori, j'ai pas la liste. Hein. J'ai vu ça sur les rumeurs. J'attendrai monsieur Bombasséi pour me confirmer dans un mois dans l'émission qu'on fera sur le Bilderberg actuel. Néanmoins, après avoir fermé les bars et les restaurants, etc., le 13-14 mars 2020, le samedi précédent, eh bien, le 17 mars, il y a eu les confinements, mais le 15 mars, on devait voter pour le premier tour des élections municipales. Vous savez, c'était non mais est-ce que le virus il va rentrer dans l'isoloir ou est-ce que voilà. Et puis qu'est-ce qui s'est passé? Comme Macron a fait le kéké en allant au théâtre une semaine avant, juste une semaine après, il nous déclare la guerre et il nous enferme à double tour de manière arbitraire. Et puis on repousse de 3 mois les élections municipales. Alors forcément, les élections municipales se sont passées dans des conditions tellement ubuesques, avec des confinements, etc. Ça s'était jamais produit auparavant dans l'histoire politique française, république ou pas république d'ailleurs, et du coup on a repoussé de 3 mois l'élection. Et donc mathématiquement, un mandat de maire c'est 6 ans, donc ce sera pas mars 2026, pardon, ce sera juin 2026. Donc ça veut dire qu'il y a une forme de, comment dire, pas de sursis, mais en tout cas il y a 3 mois de plus, donc 3 mois de plus d'indemnité aussi, hein, ça va de pair, pour les élections. Je dis ça parce que on voit beaucoup en ce moment ça fait 2 démissions que je vois 1 an avant les municipales, donc déjà je m'interroge, pourquoi 1 an avant les municipales il y a des démissions comme ça? Ensuite, il y en a beaucoup qui commettent des projets, vous savez, les grandes villes avec la délinquance, etc. On voit beaucoup de maires qui ont été élus en 2020. Donc, ils ont été élus dans des conditions qui n'étaient pas naturelles, habituelles, et j'allais dire même dans la confusion générale. C'est très important de le rappeler parce que déjà, qu'en temps normal, on a beaucoup de suspicions sur les élections, et sciemment, mais en plus de ça, avec le Covid, toutes les dérives ont pu être possibles. Et je ne parle pas seulement de fraude électorale, hein. Je parle même de conditions d'élection, d'alliances, etc. On a profité de l'expérience 2000 grammes collective ainsi que de la propagande et de la peur collective pour justement installer des maires qui n'auraient peut-être pas dû être là ou n'auraient pas pu être là dans d'autres circonstances. Donc là, je me dis peut-être qu'il y a un effet indirectement de cause à effet, parce que là, et c'est important de le noter, pour que ce maire-là soit en place depuis 1 mois, il reprend le dossier de son prédécesseur. Alors, on ne sait pas s'il a des liens d'intérêt avec des lobbies ou quoi que ce soit. Ça, c'est encore une autre histoire. Mais qu'est-ce que ça vous évoque, justement, ce changement de municipalité? Parce que, entre guillemets, peut-être que je me trompe, hein, mais je pense que ça participe au problème que nous évoquons ce soir, parce que comme c'est un projet purement politique, qui n'a pas de, j'allais dire, de racines, entre guillemets, écologiques, parce que là, c'est un projet routier pour gagner 2 minutes sur un temps de route. Donc, c'est presque rien. Tout ça au détriment d'un site, j'allais dire, ancestral. Donc, c'est beaucoup plus que d'expropriation ou une sorte de barrage routier. Là, c'est quelque chose qui va détruire l'environnement, une fois encore,
et qui va être sous des prétextes de progrès, eh bien quelque chose qui va vous mettre en péril. Oui. Oui, oui. Alors, évidemment, cette démission n'a laissé personne insensible, à savoir que ce maire est un très proche du président du département, Marcel Sadier, ancien député, et qui a d'ailleurs investi 60 000 € d'argent public sur le projet. Ce maire a démissionné, ce maire a eu un comportement très particulier, il nous a séquestrés en mairie, il nous a bousculés, il nous a hurlé dessus, nous avons déposé… Attendez, Marie-Françoise, il vous a séquestré en mairie, ça veut dire quoi ça? Oui, il nous a enfermés. Racontez-nous ça, parce que ça, c'est la première fois que j'entends un truc pareil, quoi. Séquestrer en mairie. D'habitude, Oui, ce sont les salariés d'une entreprise qui peuvent séquestrer un patron pour des questions de primes ou quoi que ce soit. Mais là, un maire qui séquestre ses administrés en pleine mairie. Oui. Il faut nous raconter là. Alors, je vous raconte. Nous allons régulièrement au conseil municipal. Nous sommes des citoyens très engagés. Mon mari était conseiller municipal dans une autre commune. Il aurait souhaité être conseiller ici, mais on lui a dit qu'il fallait d'abord aller au syndicat, pas au syndicat d'initiative, mais au comité des fêtes. Je ne trouvais plus mes mots. Nous n'avons pas vraiment compris, nous ne sommes pas des bouffons et nous n'allons pas au comité des fêtes pour être conseiller municipal. Bref, je vais donc régulièrement au conseil municipal et un soir de conseil, le maire a décidé d'entrée de jeu que le conseil serait à huis clos. Nous nous sommes donc interrogés, j'étais avec mon fils, nous nous sommes donc interrogés sur cette démarche et voilà, nous avons fait quelques recherches rapidement sur nos portables pour savoir si c'était normal et voilà, on n'a pas bougé quelques minutes. Les conseillers ont quitté la salle consulaire, sont descendus au premier étage et la salle était vide. Voilà, nous avons pris quelques minutes et lorsque nous sommes arrivés en bas dans l'accueil de la mairie, la porte était fermée à clé. Donc, c'était bien sûr intentionnel. Nous sommes restés 40 minutes. Nous avons fini par appeler la gendarmerie pour informer. La gendarmerie a fait revenir le maire qui, alors je ne peux pas dire si c'est le maire ou pas, en tout cas, quelqu'un est arrivé en courant, a ouvert à clé et puis nous avons pu sortir voilà, en demandant de constater qu'il n'y avait eu aucun méfait qui était réalisé. Une autre fois, il nous a menacé tirez-vous de là, alors qu'on était au conseil, qu'on ne dit bien sûr rien et qu'on tient notre place. Une autre fois encore, il nous a bousculé, il m'a bousculé manu militari en me poussant dehors. Voilà, ce maire s'est permis aussi, malgré une ordonnance du juge le condamnant le 29 juillet 2022 à venir en force sur notre propriété pour retirer tous les dispositifs sécuritaires parce que la voie est extrêmement dangereuse et les voitures dévalent cette descente à des vitesses dépassant l'entendement. Des camions aussi, des camions jusqu'à 40 tonnes passent ici alors qu'il y a bien sûr une réglementation en vigueur. Donc, ce maire est venu sur notre propriété pour retirer tous ces dispositifs. Il a une première fois été condamné par le juge du tribunal, mais il recommence encore. Il en est à sa 4e fois, je crois. Donc, ce maire, effectivement, nous avons déposé à ce jour 34 plaintes. Mais est-ce que sur le plan local, parce que je regarde un petit peu en même temps que vous me parlez sur Internet, par rapport à votre affaire, je me suis laissé le bénéfice de la découverte et de la spontanéité, mais est-ce qu'il y a eu des articles de presse sur ce qui s'est passé à la mairie à ce moment-là? Non. Rien du tout. Non. Alors, nous, pour ce qui concerne nos plaintes, nous avons toujours des témoins qui sont avec nous. Ça, c'est très important. Pour ce qui concerne le départ du maire, un entrefilet dans la presse, mais très peu de choses. Voilà. Il est remplacé par son 2e adjoint, qui est un va-t-en-guerre, véritablement très proche de lui et qui, lui, alors c'est encore plus terrible parce qu'une médiation s'était mise en route à partir du mois de février pour discuter avec nous parce que nous voulons discuter. Nous avons déjà tenté de discuter à plusieurs reprises, mais nous n'y arrivons pas parce que la mairie s'en va et ne revient plus.
Et le 28 février, nous avons commencé avec des personnalités autour de nous, un membre de la Confédération paysanne qui nous soutient depuis le début, la Confédération paysanne, et intervient dans le dossier. Un membre du patrimoine, donc du CAUE d'Annecy, et puis un conseiller régional des Verts sont venus donc avec nous auprès du premier adjoint pour une médiation, pour trouver des solutions, pour moins impacter l'environnement. Et cette médiation, le maire actuel y a mis fin, sans aucun motif. On ne sait plus, la mairie devait revenir vers nous avec des devis, avec des explications. Nous avions un rapport d'expertise hydrogéologique pour, bien sûr, respecter les prescriptions de l'arrêté de 2003. Donc, faire quelque chose, oui, mais en zone humide, en respectant l'environnement. Donc, on veut bien entendre que les gens doivent se déplacer, il n'y a pas de souci, mais en respectant l'environnement et en respectant le milieu humide et le captage. Donc, on a proposé sur notre terrain, on va dire un dévoiement un petit peu plus loin pour que les voitures ou tous les gens qui veulent se déplacer puissent se déplacer et pour protéger le captage et surtout le mettre en valeur. Mais ce maire d'autorité, sans aucun motif, a mis fin à cette médiation. Et on se rend compte aujourd'hui, parce qu'on l'a rencontré le 10 juin, donc hier, lors de cette expropriation extrêmement violente, qu'il ne connaît rien au dossier. Il ne connaît rien au dossier et il y a une rétention d'informations qui est catastrophique. C'est-à-dire que nous avons donné les rapports de l'hydrogéologue, les rapports d'expertise hydrogéologique, les avis du BRGM. Nous avons tout transmis à la mairie. Nous avons demandé que tout soit transmis aux conseillers. Et aujourd'hui, on se rend compte que personne ne comprend rien, que personne ne sait comment fonctionne un puits, Marie-Françoise, est-ce que vous pensez vraiment que c'est de l'incompétence et de l'ignorance ou que c'est plutôt du déni et de l'intentionnalité de nuire? Parce que c'est pas la même chose. Parce que on a trop tendance à sous-estimer le machiavélisme, même de certains élus locaux, parce que on pense toujours au gouvernement, aux ministres, aux sénateurs, aux députés, etc. Mais parfois, même dans les petits villages, moi j'habite pas dans une grande ville, et moi d'ailleurs, je le dis, je l'ai déjà dit à des concitoyens, par chez moi, c'est pas des mairies qu'il y a, ce sont des baronnies. Quand vous avez un maire qui est, moi je vais avoir 35 ans en septembre, j'ai des maires qui sont là depuis avant ma naissance. À un moment, je me dis, c'est pas possible. Il y a quelque chose qui va pas. Vous savez, à l'époque des seigneurs, là, les fiefs, les barons, etc., c'est un peu ça. Donc, ils se targuent d'avoir changé la ville. Elle a tellement changé qu'elle est devenue méconnaissable. Et on a cette situation. Alors, je me permets de faire un erratum parce que je me suis trompé tout à l'heure. J'ai dit une bêtise parce que je viens de vérifier. Donc, apparemment, les élections municipales auront bien lieu en mars 2026 et pas en juin, comme je le pensais. Alors, peut-être que ça a changé en cours de route ou peut-être que c'était déjà prévu comme ça. Mais en tout cas, voilà, ce sera en mars 2026. Les dates ne sont pas encore communiquées. Donc, ça veut dire que dans moins d'un an, nous aurons ou pas, suivant les endroits, des nouveaux maires. Je vois d'ailleurs que quand je tape élection municipale 2026, il y a déjà pas mal soit de démissions, soit de gens qui laissent la place, soit de gens qui veulent pas se représenter. Donc, on voit qu'aussi, il y a un paysage politique actuel qui fait que il y a une telle méfiance, enfin, c'est même plus de la méfiance, c'est qu'il y a une telle saturation du peuple envers ses représentants qui ont été choisis dans des conditions parfois scabreuses et surtout avec très peu d'électeurs, parce qu'il faut rappeler qu'il y a l'abstention, il y a tout ça. Donc, en fait, ce sont des maires qui majoritairement, et ça, je rejoins ce que dit Philippe Pasco là-dessus, sont élus avec 1 ou 2 électeurs sur 10 en moyenne. Donc forcément, ils pensent qu'ils ont un blanc-seing, comme Sarkozy en 2007 avec le référendum du traité de Lisbonne de 2005. Donc forcément, ça mène malheureusement à ce genre de situation que vous vivez. Alors, pour autant, je me pose une question. Alors, ça va peut-être faire rire dans l'assistance, mais est-ce que vous avez pensé à contacter Stéphane Bern? Parce que il gère le loto du patrimoine. Alors, bien sûr, ce sont plutôt des monuments, des églises, etc., des trucs à restaurer. Mais est-ce que vous n'avez pas tenté le coup? Alors,
c'est vraiment une suggestion de ma part, hein. J'y ai pensé quand vous m'avez parlé de ça. Peut-être que c'est trop localisé, que c'est pas assez, j'allais dire, emblématique ou quoi que ce soit. Mais est-ce que, parce que je sais qu'il est assez remonté contre le pouvoir en place, même si bon, c'est toujours en façade et puis en coulisses, il y a d'autres choses. Mais comme il est très engagé sur le patrimoine, est-ce que vous avez songé à lui écrire, peut-être avec un espoir de réponse? Après, ça n'engage rien. Oui, oui. Alors, je vais répondre à vos deux questions. La première, c'était sur la malveillance. Et effectivement, je pencherai sur la malveillance. Ça nous semble évident parce que venir en force de cette manière-là, alors que nous sommes des gens extrêmement discrets, tranquilles, ayant plutôt une très bonne réputation. Moi, j'étais très appréciée de mes élèves et des familles et très connue pour être quelqu'un de médiation, justement. Donc, je pencherai plutôt vers la malveillance, d'autant que les conseillers municipaux, qui sont en conflit d'intérêts parce qu'aussi propriétaires sur le terrain, nous klaxonnent. Ils ont trouvé Ah que bah alors là, je comprends mieux. voilà, c'était vraiment nous ennuyer. Donc, ils nous Alors là, klaxonnent ça, 100 mètres de long. faut presque le dire au départ, en fait, Marie-Françoise, parce que en réalité, les conseillers municipaux sont en conflit d'intérêts, donc ils sont propriétaires du terrain. Donc forcément, ils ont un intérêt personnel dans l'histoire. Donc ce n'est pas, c'est plus que politique. Il y a financier, et puis il y a peut-être aussi des lobbies ou autre chose. Je suis pas spécialiste, je connais pas par cœur votre dossier, mais euh, alors voilà. Et puis je me suis permis une énième fois de ressortir quand même le livre de Serge Abad-Gaillardeau, parce que, comme disait Coluche, il y a deux types de justice, l'avocat qui connaît le droit et l'avocat qui connaît le juge. Avez-vous un avocat ou avez-vous eu plusieurs avocats? Comment ça s'est passé? Est-ce que est-ce qu'ils ont rejoint la partie adverse au cours de l'enquête? Comment ça s'est passé? Oui, oui. Alors, cette malveillance, je termine juste, cette malveillance, elle se manifeste par des klaxons sur 100 mètres de long depuis le projet. Avant, bien sûr, il n'y en avait pas. La visibilité était la même, le contexte était le même, rien n'avait changé. Mais depuis le projet et depuis notre opposition au projet, nous avons osé dire non. Eh bien, on nous klaxonne 2 jours, 2 nuits, mais ça dure plusieurs minutes. C'est très, très long. Et c'est effectivement très impactant. Bon, je passe sur les petits sacs de caca de chien dans la cour, ou les bouteilles d'eau minérale jetées à côté du puits, ou encore les insultes. Enfin, voilà, je passe sur tout ça, mais c'est quand même des choses que nous devons vivre et qui nous demandent de rester stoïques parce que c'est très bas. Voilà pour ça. Pour ce qui est d'avoir contacté Stéphane Bern, oui, puisque nous avons contacté la Fondation Patrimoine. Et la Fondation Patrimoine voulait labelliser le captage dans le cadre des captages dans les jardins. Et elle avait finalisé son dossier de labellisation. Et là, le président du département ayant un veto sur la commission de la DRAC, eh bien, le dossier a été mis de côté et le soutien a été refusé. Et la Fondation Patrimoine a déclaré le captage en péril. Voilà. Donc, il faudrait que je puisse le contacter différemment, mais en tout cas, voilà, c'est déjà les premières démarches qui ont été faites avec Stéphane. Écoutez, je le taguerai sur Twitter, ça coûte rien. De toute façon, je le fais à chaque émission. Après, verra pas. Voilà, je pense qu'il doit être harcelé de demandes aussi. J'allais dire, moi, à titre personnel, je le connais pas. Je connais sa réputation, bien sûr, mais voilà. Je me dis, ça coûte rien d'essayer. Après, voilà, sait-on jamais. Mais c'est très intéressant ce que vous venez de dire sur les conseillers municipaux, parce que c'est voilà, c'est la petite tambouille locale dont on a l'habitude. Alors justement, à partir de là, je repartage donc la pétition là sur le refuge de biodiversité, donc destinée à la mairie de Faucigny et à la préfecture de Haute-Savoie. Pardon. Donc refuge menacé par un projet routier, avec quand même des sillons énormes. Donc vous avez cette pétition là, voilà, ou alors peut-être la plus emblématique, celle sur les lignes bouges, voilà, puisque là déjà on est à 4026 signatures, donc n'hésitez pas à la signer. Voilà. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, Marie-Françoise?
Moi, j'ai enseigné toute ma vie l'éducation civique. Le respect, le développement durable, tout ça est au programme. J'ai beaucoup travaillé sur la résistance avec mes élèves, sur les Jean Moulin. Voilà, c'était vraiment le cœur de mon métier. Et aujourd'hui, je me retrouve face à des élus qui n'ont aucune dignité, qui n'ont aucun scrupule et qui sont prêts à faire n'importe quoi et à porter préjudice à une famille comme la nôtre. Et je suis écœurée. Je suis écœurée, mais je continue de me battre parce que il ne faut pas mettre à mal notre environnement de cette façon-là. Je pense à nos jeunes. Nous ne devons pas avoir honte de ce que nous laissons, en fait. Donc, j'irai au bout de mon combat et j'espère qu'il aboutira. Voilà, et j'espère que la semaine prochaine, la juge de l'expropriation comprendra qu'elle ne peut pas exproprier des terres protégées par la loi. Voilà. Écoutez, de toute façon, j'ai mis vos coordonnées, notamment le numéro de téléphone, en description, puisque dans le communiqué de presse, vous m'aviez envoyé, j'allais dire, toutes les infos. Donc, n'hésitez pas à les contacter, voilà, ne serait-ce que pour apporter un soutien ou quoi que ce soit. Alors, pour poursuivre sur la lancée, comme j'évoquais un petit peu Bilderberg tout à l'heure, c'est aussi l'occasion de faire une petite mise à jour, parce que j'allais dire, c'est un effet entonnoir énorme, c'est-à-dire qu'on est parti de votre situation particulière vers un cas général, puisque dans le chat, beaucoup se reconnaissent dans votre dossier, puisque dans différents endroits, même près de chez moi, etc. J'habite en plus dans un département où il y a une déviation qui a pris une ampleur nationale sur les polémiques. Donc c'est quelque chose qui est malheureusement très fréquent et où la justice est très souvent longue, alors qu'elle peut être expéditive avec des gilets jaunes, avec des SDF ou avec des tartes dans certains visages présidentiels, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, suivant que vous soyez puissant ou misérable, hein, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. Et là, je voudrais en exclusivité, pour ceux qui ne l'ont pas vu, passer 2 à 5 minutes à parler de Bilderberg pour rappeler que en ce moment même où nous parlons, depuis ce matin, jeudi 12 juin, au Grand Hôtel de Stockholm, eh bien, quelques dizaines de personnalités haut placées au niveau européen, américain, etc., mondial, eh bien, sont en train de discuter de différents sujets jusqu'à dimanche. Bilderberg, j'ai fait une émission avec Giorgio Bombassei qui reviendra théoriquement fin juillet pour faire une émission spéciale sur ce qui s'est passé durant ces 3 jours-là, qui s'écoulent en ce moment même. Et de ce fait, j'ai publié sur mon compte Twitter notamment le programme qui se trouve sur le site internet de Bilderberg. Donc c'est même pas caché, c'est même pas complotiste, hein, c'est simplement factuel. Et c'est intéressant quand même de constater que en ce moment, ils sont en train de parler des relations transatlantiques. On peut pas penser par exemple aux accords du Mercosur, entre autres. Après, c'est un peu comme des devinettes, hein, parce qu'on n'a pas plus de détails. L'Ukraine, forcément, l'économie américaine, l'Europe, le Moyen-Orient, sachant que mardi prochain, je recevrai Ali Benziane pour parler de son livre Penser Gaza. Donc on parlera bien sûr de ce qui se passe en ce moment entre Israël et la Palestine. Axe autoritaire, donc ça on ne sait pas vraiment ce que c'est. Innovation et résilience de la défense. Alors ce sont des termes de novlangue. Résilience, c'est vraiment des termes avec la défense, il y a presque un oxymore. L'intelligence artificielle, la dissuasion et la sécurité nationale, la prolifération, de quoi on ne sait pas exactement, la géopolitique de l'énergie et des minéraux critiques, donc tout ce qui est écologie, climat, environnement, on peut l'imaginer. Et le dernier, c'est du miel, dépeuplement et migration. Donc c'est marqué. C'est pas un projet secret caché par la CIA, secret défense. C'est dépeuplement et migration. Donc on a tout. Voilà. Donc je vous mets le lien de mon post dans le chat pour ceux qui sont intéressés. Et je vous invite d'ailleurs à suivre l'invité, donc Bombassei. Je lui fais de la pub parce qu'il est sur place. Il est en ce moment même à Bilderberg. Et il m'a envoyé un message ce matin pour me dire qu'il avait déjà des pépites. Voilà, donc il publie assez, enfin, dès qu'il peut, la liste des participants, etc. Voilà, donc on a tout ça. Voilà, c'était pour faire la petite parenthèse et pour bien comprendre que finalement,
ne leur pardonnez pas, ils savent ce qu'ils font. Voilà ce qu'on peut retenir. Alors, pour finir cette émission, Marie-Françoise, aujourd'hui, vous êtes en tant qu'association, mais est-ce que vous êtes soutenu par plusieurs collectifs? Vous avez parlé de la Confédération paysanne, mais qui sont vos soutiens, j'allais dire, officiels? Oui, oui, oui. Alors, nous avons une association des jardins partagés. Nous faisons des activités culturelles, donc des concerts, du théâtre, et puis des ateliers de lactofermentation, de fabrication de pain. Voilà, sur notre ferme, nous avons beaucoup d'activités. Et puis, nous sommes soutenus par l'association des Amis des Puits, qui se trouve à Arès, donc depuis très longtemps. Nous sommes soutenus par l'association La Qualité de la Vie. Nous sommes soutenus par l'association... alors, FNE nous a aidés aussi en partie. Et puis, nous avons la Confédération paysanne, bien sûr, qui nous soutient et qui est participant dans ce dossier. Et puis, nous avons autour de nous un collectif de nombreuses personnes, plus d'une centaine, qui sont derrière nous et qui nous soutiennent fortement. Voilà. Très bien. Oui. Non, mais parfait. Écoutez, je crois qu'on a dit l'essentiel. Donc, le communiqué de presse, il est encore disponible donc sur mon compte Twitter, sachant que là, le but, c'était vraiment de développer en une petite j'allais dire du relationnel politique, parce que avant l'émission, je ne savais pas qu'il y avait eu un aussi qu'il y a pas mal de mouvements, et je ne sais pas si dans vos communes, moi c'est assez choquant parce qu'à un an de l'échéance, pourquoi démissionner un an? Il n'y en a pas qu'un, il y en a plusieurs, c'est par dizaines. D'autres qui pensent ne pas laisser la main, qui pensent passer la main, ça peut se comprendre, mais ils terminent leur... Il va y avoir des municipales anticipées, ou est-ce qu'il y a une intérim relève, mais il n'a pas été élu officiellement, donc il est là pour assurer l'intérim. Voilà, c'est là qu'on voit qu'il y a tout un... Merci au public d'avoir été présent. Merci de mettre un pouce, de partager. Si vous souhaitez signer les pétitions, elles sont en lien de la description. Je les ai pas postées, donc je vais le poster juste après l'émission. Et demain, pour la dernière émission de la semaine, je recevrai un invité mystère. Merci Marie-Françoise, bon courage à vous. Et merci à vous. Je vous en prie, et à demain. Merci. Bonsoir. Parce que ça bug. Je voulais juste vous demander